C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. En visite de travail au Rwanda, le Premier ministre de Singapour a été reçu ce lundi par le président de la République, Paul Kagame. Le chef de l'État salue le Singapour pour son rôle dans la coopération avec le continent africain et de la manière qui satisfait le pays. Kassim Youssouf nous fait le point. Le président de la République, Paul Kagame, a en effet reçu ce lundi au village Urugwiro le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, en visite de travail au Rwanda. Le chef de l'État a fait observer que les deux pays ont divers points en commun, même si le Singapour est très développé alors que le Rwanda œuvre encore pour son développement. Good you brought it up to that question because actually there are many similarities. C'est bien d'avoir posé cette question parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses semblables entre le Rwanda et le Singapour dans divers domaines. Cependant, le Rwanda est encore à un niveau bas de développement, mais nous œuvrons pour franchir ce cap. Le Singapour, lui, est à un niveau supérieur de développement. Je suis persuadé que travailler en collaboration avec eux, comme l'a expliqué le Premier ministre Lee, et comment l'aide de Singapour est parvenue à certains de nos pays, le Rwanda a bénéficié de cette coopération avec le Singapour. Le Singapour a toujours contribué à cette coopération sur notre continent et beaucoup de pays en ont besoin, dont le Rwanda. Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a fait observer que certains des ressortissants de son pays ont des investissements au Rwanda et ailleurs en Afrique parce qu'ils y trouvent beaucoup d'opportunités basées sur le développement de la technologie et l'intégration des pays de ce continent. J'ai rencontré hier un groupe de ressortissants de Singapour qui opèrent au Rwanda. La plupart d'eux sont jeunes qui recherchent des opportunités et ils les ont trouvées au sein de la société rwandaise encore en reconstruction et ils ont poursuivi leur projet ici qu'ils réalisent avec abnégation, avec amour. Nos sociétés d'investissement collaborent avec celles du continent africain dans le commerce. C'est pour elles un nouveau marché parce que les opportunités dans le domaine économique se multiplient au moment où le continent s'est engagé à promouvoir la technologie, l'intégration des pays dans des organisations régionales et dans le commerce international. Le Rwanda et le Singapour se sont engagés à davantage consolider la coopération sûre en vue du développement de leur peuple. Le Premier ministre Lee Hsien Loong est au Rwanda depuis la semaine dernière où il a participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth. Le Rwanda et Maurice s'engagent à continuer à travailler ensemble pour apporter des changements positifs aux populations des deux pays, notamment dans l'accès pour tous à l'électricité. Cela a été réitéré par le Premier ministre des deux pays lors de l'inauguration officielle de la centrale électrique Mushishito sur la rivière Rukarara. C'est en secteur Kibirizi du district de Nyamagabe. La cérémonie d'inauguration du barrage hydroélectrique de Mushishito Rukarara s'est déroulée ce dimanche en présence du Premier ministre du Rwanda, Dr Edouard Ngirente, et du Premier ministre de la République de Maurice, Pravin Kumar Jugnauth. Dans son discours, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, s'est félicité de la construction de cet ouvrage qui vient répondre aux besoins de la population, mais aussi soutenir les efforts du pays visant à atteindre 100% d'accès à l'électricité à sa population. Le barrage a été construit grâce à un investissement mauricien. Le Premier ministre de l'île Maurice a remercié le président de la République Paul Kagame pour son engagement continu en faveur du développement de l'Afrique au cours de ces 2 décennies. Il a souligné que les deux pays continueront à travailler ensemble sur des projets de développement qui changent la vie des Africains. Au cours des 5 dernières années qui ont suivi la construction du barrage, plus de 120 foyers ont pu accéder à l'électricité et certains bénéficiaires affirment avoir accompli beaucoup de réalisations grâce au raccordement à ces réseaux.
Le Premier ministre Dr Edouard Guiréné a appelé la population à bien prendre soin de cette infrastructure qui leur permet de changer leur vie, mais qui est par ailleurs appelée à devenir la leur. Le barrage hydroélectrique de Mushishito-Rukarara a coûté 32 milliards de francs rwandais et il fournira 5 MW d'électricité à au moins 175 000 foyers. Toujours en cette période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994, le groupe scolaire Sainte-Famille a pour la 28e fois commémoré la mémoire des enseignants et élèves de cette école qui ont été massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Les témoignages des rescapés sont revenus sur les moments pénibles qu'ils ont vécus à Sainte-Famille, où ils avaient trouvé refuge jusqu'au jour où les Ingotagni les ont délivrés des Interahamwe. Les explications avec Kassim Youssouf. Au cours de cette activité de commémoration, certains anciens élèves de Sainte-Famille rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis ont, dans leur témoignage, retracé le calvaire qu'ils ont enduré et sur le jour où les Ingotagni sont arrivés pour les secourir. Comme on l'a déjà dit dans le témoignage, toute fille qui refusait des relations sexuelles avec le prêtre était mise sur la liste de ceux qui devaient être tués. Il y a par exemple une fille qui a été tuée parce qu'elle avait refusé les avances du prêtre. C'est Yacintha qui avait refusé et ce jour-là, le 17, on est venu la tuer et elle s'était réfugiée chez le prêtre qui n'afficha aucune compassion parce qu'elle n'avait pas voulu satisfaire ses avances. En arrivant à la Sainte Famille, nous pensions que nous avions trouvé refuge à un prêtre irréprochable. C'était un jeune prêtre et nous pensions que trouver refuge dans une église où se trouvait un jeune prêtre pourrait nous sauver la vie, mais le constat était que les choses avaient changé. Nous avions constaté qu'il était devenu un Interahamwe et il s'associait aux autres Interahamwe d'ici pour massacrer les Tutsis qui s'étaient réfugiés là-bas. Le jour qui nous a été très sombre à Sainte-Famille, c'est le 17 juin, alors que les Ingotagni avaient évacué ceux qui s'étaient réfugiés au Saint-Paul le 16. Et le lendemain, Renzao, conjointement avec ses associés Angelina, Odette et Nyirabagenzi, sont venus se venger à Sainte-Famille. Ils ont massacré plus de 200 personnes. Plus de 500 Interahamwe avaient encerclé l'église et ils ont tué des gens qui, même aujourd'hui, nous ne savons pas où ils les ont jetés car personne ne les a pas inhumés. Après, nous avons continué à lutter dans des conditions impossibles. Le prêtre ne nous donnait pas de quoi se nourrir et ne faisait rien pour nous. Et grâce à Dieu, le 4 juillet, très tôt le matin, les Ingotagni sont venus. Nous avions perdu l'espoir dans la vie. La secrétaire exécutive du secteur de Muhima, Mukandori Grace, a en général réconforté les rescapés du génocide commis contre les Tutsis, en particulier les proches de ceux qui avaient étudié aux Sainte-Famille victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle les a rassurés que le gouvernement du Rwanda fera tout pour leur apporter du soutien. Ce jour est important pour nous en tant que dirigeants, surtout en ce qui concerne l'encouragement que nous apportons aux rescapés du génocide, en leur disant que le bon leadership qui a joué un rôle dans l'arrêt du génocide, c'est-à-dire le leadership sous l'égide du président de la République, Paul Kagame, est toujours préoccupé par ce qui pourrait donner aux rescapés l'espoir en la vie. Le président de l'association Ibuka au niveau du district de Nyarugenge, Ruteisire Masengo, a félicité les enseignants de Sainte-Famille rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis parce que pendant et avant le génocide commis contre les Tutsis, ils ont toujours été discriminés, mais qu'ils sont aujourd'hui au service de l'éducation nationale sans aucune discrimination de leur part.
Je voudrais vous féliciter parce que, comme vous le savez, avant le génocide, les Tutsis étaient dans le pays soumis à la discrimination et la déshumanisation par différentes appellations telles que Kankrela, serpent. Ils ont été discriminés et pendant le génocide, leurs proches ont été massacrés. Et chose extraordinaire, c'est qu'après le génocide, ils ont repris leur métier et ont participé à l'éducation nationale sans aucune discrimination. Les enseignants et élèves de cette famille à qui l'hommage a été rendu provenaient de différentes parties de la ville de Kigali, à savoir Muhima, Gatsata, Kakiru, Gisozi, Nyamirambo, Kimichanga et Kimihurura. Ceux qui sont connus aujourd'hui sont au nombre de 112, dont 104 élèves et 8 enseignants. À présent, activité au niveau du Parlement avec l'audition ce lundi devant le Sénat, la Commission des finances, de l'économie du ministre en charge des infrastructures. Le ministre Dr Ernest Nsabimana a expliqué aux sénateurs que le gouvernement voudrait doter les villes du pays des infrastructures modernes, les villes où les citoyens peuvent vivre en bonne santé et avoir toutes les facilités dont ils ont besoin. L'un des points forts de la discussion est l'utilisation de la technologie pour améliorer la qualité de la vie des citadins. Moussi Juvenal, président de la Commission des finances et de l'économie du Sénat, affirme que le développement urbain est l'une des raisons de la croissance rapide du pays. Nous avons des villes grandes, petites et moyennes, des villes qui appuient Kigali, qui toutes, dans leur développement, doivent se compléter dans un certain nombre d'activités qui contribuent réellement au développement du Rwandais. Selon le rapport, le nombre des personnes vivant à Kigali et dans les villes environnantes augmente du jour au jour. La ville de Kigali compte actuellement 1,3 million d'habitants. Dans les 5 prochaines années, elle en comptera 5 millions, alors que la superficie de la ville de Kigali ne change pas et n'est que de 231 km². Le ministre des Infrastructures, Dr Ernest Nsabimana, a indiqué que bien que le plan directeur de la ville de Kigali et des environs ait été mis en place, il existe encore des obstacles à sa mise en œuvre. Dans certains cas, il existe un plan pour Kigali, mais vous constatez que le plan physique a été retardé, en particulier dans le quartier. C'est avec quoi nous voulons travailler en collaboration avec les autorités de la ville pour que les travaux physiques soient effectués rapidement avec la participation de la population. Il y a des problèmes de corruption et vous trouvez un technicien qui certifie un document alors qu'il sait que cette infrastructure n'est pas réalisable à l'endroit indiqué. Les sénateurs se disent heureux que tous les projets d'infrastructure soient mis au premier plan par la population, mais ils veulent des améliorations. Il y a beaucoup d'endroits dans la ville où il y a des ravins et les gens choisissent d'aller construire dans la périphérie, à Ruyenzi, Nyamata, Rwamagana. Peut-être que notre plan directeur n'a pas mis l'accent sur cet aspect pour les personnes qui souhaitent construire. Selon le ministère des Infrastructures, 72% de la population urbaine du Rwanda a accès à l'eau potable, alors qu'elle est de 56,8% dans les zones rurales. Au Rwanda, 72% des ménages ont accès à l'électricité, en partenariat avec la Banque mondiale. Et d'ici 2024, les ménages du pays auront cet accès à un taux de 100%. Parmi les questions urgentes à résoudre figurent l'entretien des routes et la gestion des déchets, afin qu'à l'avenir, cela soit plus productif plutôt qu'un problème. Le Tchogam a pris fin ce week-end. La Fédération rwandaise du secteur privé indique avoir tout mis en œuvre pour que les retombées financières du sommet du Commonwealth puissent parvenir à tous les secteurs du pays et les acteurs. Les derniers, entrepreneurs et fournisseurs de services, reconnaissent que cette rencontre a été une occasion de faire de belles affaires.
Alice Tumwine est l'une des commerçantes de la ville de Kigali qui s'est dit fière de voir son pays organiser les CHOGM qui lui a permis de faire des bonnes affaires. C'est aussi le cas pour Mugunga Olivier qui est restaurateur à Kigali. Notre restaurant propose de plats traditionnels rwandais sans huile et les visiteurs étaient heureux de les découvrir. Nous avons accueilli comme notre tradition le veut. Nous avons même pris des contacts avec des personnes qui voudraient nous inviter dans leur pays pour leur apprendre comment faire ces menus. Les visiteurs ont apprécié notre nourriture, particulièrement le nyama choma. Ils avaient entendu parler de nous et voulaient découvrir notre cuisine. Le président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Robert Bafakulera, a déclaré que tout a été fait pour permettre à tous les membres du secteur privé de profiter des retombées de ce sommet. L'argent nous est parvenu et nous remercions les autorités du pays. L'argent a atteint les restaurateurs, les hôtels, les bars ainsi que les différentes salles qui ont accueilli différentes réunions. En vérité, tout s'est bien passé. Nous avons organisé des réunions au camp Kigali, mais lors de la pause, nous nous sommes retrouvés à différents endroits, ce qui a été bénéfique pour un grand nombre. Clémentine Moukeka, secrétaire exécutive du CHOGM et secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères, a indiqué que les invités ont passé un bon moment au Rwanda, soulignant que les résultats de la rencontre étaient élevés et partagés dans différents domaines d'activité. Je pense que tout le monde a vraiment bénéficié de ce CHOGM parce que avoir 5000 personnes dans la ville, ça veut dire que toute l'industrie est concernée, que ce soit tous les hôtels qui ont été fully booked, que ce soit les restaurants, le domaine du transport, le domaine du service, le domaine du tourisme. Ils étaient vraiment préparés et overwhelmed et je pense que c'est quelque chose qu'on regardera en termes de bénéfices économiques qui ont été vraiment nombreux pour le pays. C'est la 26e fois que le CHOGM est organisé dans un des pays membres à travers le monde et le Rwanda a permis à regrouper plus de 5000 personnes, dont des chefs d'État et des gouvernements. C'est la 6e fois que le sommet du Commonwealth, les pays ayant en commun l'usage de la langue anglaise, est organisé dans un pays africain. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente après-midi en notre compagnie.